Alors maintenant, pour analyser où l'élection va se jouer au mois d'octobre prochain, dans quelle province, dans quelle région, quelle ville on aura à l'œil, j'ai à mes côtés notre panel de journalistes, Joël Denis Bellavance de La Presse, Marie Vastel du Devoir et Daniel Leblanc du Globe and Mail. Daniel, je vais commencer avec vous ce soir. On dit que l'élection va jouer au Québec et en Ontario. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, surtout en Ontario, je dirais. C'est là où il y a le plus de sièges. Le Québec, pour l'instant, les conservateurs pensent peut-être faire quelques gains. Le Bloc, ça reste à voir qu'est-ce qu'il y en est. Le NPD, je dirais que c'est beaucoup en Ontario, beaucoup dans les banlieues. Donc, les grandes villes, mais je pense que les banlieues de Toronto ont plus tendance à alterner entre le Parti libéral et le Parti conservateur, alors qu'au Québec, les partis conservateurs ont rarement réussi à faire de grandes percées autour de Montréal, par exemple. Donc, pour moi, c'est là que ça va se passer, avec le chef Jagmeet Singh du NPD qui vient de Brampton. Je ne sais pas s'il va se présenter là, mais je pense beaucoup que c'est dans le 905, là, dans cette fameuse région-là, la ceinture autour de Toronto, que ça va se jouer. Marie, justement, donc Daniel vient de parler de la région autour de Toronto. Est-ce que les chefs, les partis politiques vont devoir s'attaquer à des régions, à des villes, à des banlieues de façon différente, vont devoir adapter leur stratégie en fonction justement des différentes régions, différentes villes? Bien, c'est toujours le défi. Je pense que dans ce cas-ci, encore plus, parce que on s'attend à ce qu'on parle beaucoup d'environnement, d'industrie pétrolière, de l'achat d'un pipeline dans la dernière année. Et sur ce sujet-là, particulièrement, le message n'est pas le même qu'on soit au Québec ou en Colombie-Britannique. Or, le Parti libéral espère probablement faire des gains au Québec et en Colombie-Britannique parce que le NPD ne va pas très bien dans ni l'une ni l'autre de ces deux provinces-là. Et le Parti conservateur aussi a à l'œil certains comtés. Donc, c'est toujours le défi. Je dirais aussi pour le NPD cette sempiternelle question de l'indépendance du Québec parce que on sait qu'avec la vague orange, le NPD a courtisé le Québec, a eu beaucoup de sièges qui sont aujourd'hui détenus par certains députés qui ont peut-être eu un passé d'allégeance souverainiste comme Alexandre Boulris. Le NPD qui a recruté récemment Nima Machouf, qui est l'épouse d'Amir Kadir, qui était l'ancien chef de Québec solidaire. Tout ça pour dire qu'on recrute chez Québec solidaire un parti souverainiste. Je ne suis pas certaine que dans le reste du Canada, cette ouverture du NPD à des gens qui ont une allégeance souverainiste soit bien reçue. Donc, c'est sûr qu'il faudra un peu ici et là essayer de tempérer comment on courtise certains électeurs et comment on essaie de ne pas en refroidir d'autres. Oui, c'est intéressant parce que, bon, il y a toutes sortes de questions qui vont être amenées pendant la campagne électorale. L'affaire SNC-Lavalin qui a eu, évidemment, des échos au Québec, mais ailleurs au pays. Le pipeline Trans Mountain dans l'Ouest, plutôt, la taxe sur le carbone, notamment en Ontario. Comment les partis vont être capables de développer des plateformes électorales, des stratégies électorales cohérentes à travers tout ça, à travers toutes les régions du Canada? Je pense que c'est le grand défi de cette campagne parce que les enjeux sont complexes. Vous avez mentionné le pipeline. Ça soulève beaucoup de questions chez tous les partis politiques. Et je présume que les partis vont développer une plateforme électorale en fonction des zones payantes. Là où ça va être plus payant pour les partis politiques, qui vont y aller dans cette direction-là. Pour le Parti conservateur, je pense que la zone payante, c'est l'Ouest canadien, évidemment, l'Ontario, donc qui va être très favorable au développement des pipelines et tenter de vendre ce message dans certaines régions du Québec. Le NPD, lui, ce sera, malgré un gouvernement néo-démocrate qui est encore au pouvoir en Alberta, ce sera aucun pipeline coûte que coûte, alors que le Parti libéral jouera sur les deux tableaux. Protéger l'environnement pour garder les électeurs progressistes, tout en aidant l'économie en achetant le fameux pipeline Trans Mountain pour 4,5 milliards. Donc, on joue sur deux tableaux pour aller chercher le centre et garder le maximum d'appui. Donc, ce sera en fonction véritablement des enjeux, des zones payantes pour chacun des partis politiques. Bon, vous parlez des zones payantes, justement, on vous disait que ça va se jouer en Ontario principalement, Daniel. Les observateurs estiment que les libéraux, justement, ont perdu leur majorité dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est trop tôt pour dire ça. Je pense que continuer un peu sur ce que mes collègues disaient, c'est de voir où est-ce que les femmes vont loger, où est-ce que les jeunes vont loger, est-ce que les jeunes vont aller sortir, donc sortir le vote. Je pense qu'il est trop tôt pour même faire des prédictions. Moi, je ne suis pas rendu là du tout. En fait, je pense que les journalistes, on se trompe souvent et je pense que ça peut affecter notre façon d'étudier, de présenter la nouvelle. Donc, je pense que le but, c'est pas ça, c'est d'essayer de voir quelles sont les forces et les faiblesses, quelles sont les propositions. Mais je pense que les libéraux ont eu une majorité en 2015, entre autres avec les femmes et les jeunes. Est-ce que ces deux électorats-là vont être de nouveau
derrière Justin Trudeau, ou est-ce qu'il y en a qui vont migrer, soit ne pas voter, ou migrer vers le Parti conservateur? Les journalistes se trompent souvent, mais maintenant les sondeurs se trompent particulièrement souvent aussi. Marie, qu'est-ce que vous en pensez de ce que Daniel vient de dire? Je suis d'accord qu'il est très tôt, il reste beaucoup de temps, il reste des choses qui doivent tomber en place dans le scandale SNC-Lavalin. On ne sait même pas vraiment encore, on est un peu dans le cœur de la tempête, on ne sait pas encore exactement comment tout ça va se placer, mais je pense qu'il y a des députés libéraux qui pensent qu'ils viennent de perdre leur majorité. Moi, c'est ce que j'entends quand je parle aux députés sous le couvert de l'anonymat. Ils ne le disent pas devant les micros, devant les caméras, mais eux s'inquiètent effectivement qu'on ait perdu la majorité qui semblait quand même assez assurée il y a quelques mois. Aujourd'hui, on se dit ça va être une minorité, il va falloir se battre dur pour conserver cette minorité-là. Je suis un peu du même avis que Marie Vestel là-dessus. Pour la raison suivante, si on fait un calcul froidement mathématique, dans les provinces atlantiques, il y a 32 députés libéraux sur 32 sièges. C'est impossible de rééditer cet exploit qui s'est survenu en 2015. Donc, les libéraux en coulisses s'attendent à perdre autour de 6 sièges. Ils font un peu le même calcul également dans l'Ouest canadien. Une dizaine de sièges peut-être en jeu, sinon plus. En Ontario, peut-être ce sera égal. Donc, ça nous donne l'impression qu'eux-mêmes estiment que le scénario qu'ils privilégient à l'heure actuelle, c'est un gouvernement minoritaire libéral, mais ils devront trimer dur là-dessus. Et l'effet de nouveauté de Justin Trudeau ne sera plus là cette année. Donc, il faudra travailler sur vendre le bilan, défendre le bilan. Et ça, c'est toujours plus difficile pour un gouvernement sortant. Maintenant, autre élément, par contre, qu'il faut noter, c'est historiquement, les électeurs sont prêts à confier un second mandat à un parti qu'ils votent pour la première fois. Et je pense que l'histoire est du côté des libéraux, sauf que les événements des derniers mois peut-être vont démontrer qu'ils auront un peu plus de difficultés à protéger ce deuxième mandat majoritaire. Daniel, on a vu tout à l'heure avec les observateurs les différents défis des chefs des principales formations politiques. Qui est le chef qui a le plus gros défi à 6 mois des élections, à 6 mois du déclenchement de la campagne électorale? Je pense qu'ils en ont tous, mais je regarde des fois les chiffres de Jagmeet Singh. Ces chiffres négatifs sont très forts. Les gens le connaissent très peu. Et je pense que derrière tout ça, il y a... Une fois, une députée néo-démocrate m'avait dit les gens ne sont pas ignorants, c'est plus qu'ils sont méconnaissants. Donc, je pense que M. Singh a un défi supplémentaire du fait qu'il est sikh, qu'il porte un turban au Québec, mais un peu partout au Canada. Je pense que les gens ont une méfiance à l'égard de lui. Et donc, des fois, je regardais les chiffres de M. Léger. Les gens ne le connaissent pas encore beaucoup. Donc, il y a du temps pour se faire connaître, mais des fois, je trouve que les chiffres négatifs sont beaucoup trop négatifs par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. C'est plus difficile à renverser une fois que cette impression négative s'est imprégnée. Je suis d'accord avec Daniel. Je ne sais pas, M. Singh, si ce n'est pas également dû au fait qu'on ne l'a pas vu beaucoup. Il n'avait pas de siège au Parlement jusqu'à tout récemment, effectivement. Il ne venait pas à Ottawa pendant une longue période de temps parce qu'il faisait campagne pour essayer de se faire élire à Burnaby-Sud. Donc, il y a aussi le fait qu'on ne le voit pas beaucoup dans les médias, que quand il est dans les médias, il ne maîtrise pas toujours beaucoup ses dossiers. On se rappelle de ce fameux point de presse où il a dû se tourner pour demander la réponse à un député. Ça aussi, peut-être, ça fait partie des défis pour Jagmeet Singh de peut-être faire ses devoirs, apprendre ses dossiers, être plus solide pour la campagne parce que ça ne pardonnera pas. Après, le plus gros défi, je pense que c'est toujours le premier ministre sortant qui l'a. La tâche, c'est sûr qu'elle est plus dure pour Justin Trudeau, comme disait Joël, qui doit défendre son bilan et promettre des choses nouvelles pour se faire réélire. Joël, Denis, justement, le mot de la fin là-dessus. Oui, Jagmeet Singh a un énorme défi devant lui, sauf que traditionnellement, les politiciens vers qui on se tourne et qui ont des attentes très basses, sont presque nuls dans le cas de M. Singh, parfois réussissent à nous surprendre. Ça a été le cas sous-estimé. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il est sous-estimé à l'heure actuelle. Jean Chrétien, ça a été son atout toute sa carrière politique. Il n'a rien été sous-estimé. Et j'ai constaté, depuis qu'il a été élu, M. Singh, qu'il semble mieux maîtriser ses dossiers. Dans le cas de l'affaire SNC-Lavalin, par exemple, il n'a pas réclamé tout de suite la démission de Justin Trudeau, contrairement à Andrew Scheer, qui, je pense, a fait preuve d'empressement. Il a réclamé d'abord avant tout une enquête publique, ce qui semble être une solution mitoyenne. Et donc, il pourrait nous surprendre. Et j'ai vu un peu de stratégie. Par contre, il a nommé Alexandre Boulris chef adjoint au Québec. Donc, il constate qu'il y a un certain boulet qu'il traîne au Québec. Il a voulu, et donc, il a voulu confier le mandat à Alexandre Boulris d'être la voix et le visage du NPD. Ça pourrait peut-être changer les choses un peu pour le NPD au Québec. On va voir si Jagmeet Singh nous surprend pendant cette campagne électorale. On va voir aussi comment ça va aller pour Andrew Scheer, évidemment, Justin Trudeau et les autres chefs. Merci beaucoup. Joël Denis, Marie, Daniel, merci. Merci à vous.